Le 12 novembre 1944, 36 bombardiers Lancaster de la Royal Air Force attaquent le cuirassé allemand Tirpitz au mouillage dans le fjord norvégien de Tromsø. Les bombes Tallboy de 5 tonnes 5 écrasent le fleuron de la Kriegsmarine, tuant plus d'1 millier de marins. Mais il aura fallu 3 ans et plus de 20 attaques du Bomber Command et de leur Royal Navy pour parvenir à couler ce fleuron de la marine allemande. Pour venir à bout du Tirpitz, dernier cuirassé allemand, le roi solitaire du Nord, les stratèges des marines de guerre américaines et britanniques avaient mobilisé des milliers d'hommes et des centaines de bâtiments et d'avions. Attack, attack, attack. La Royal Navy organisa même un raid audacieux de plusieurs sous-marins de poche conçus spécialement pour l'occasion. En septembre 1943, 2 d'entre eux pénètrent les champs de mines et les barrages sous-marins protégeant le Tirpitz et déposent plusieurs charges explosives sous le bateau. Le cuirassé est immobilisé durant plus de 6 mois, ce qui permet aux convois alliés de naviguer plus tranquillement dans l'Atlantique et dans l'Arctique. Mais il faudra attendre encore 1 année avant que le Tirpitz ne soit enfin complètement neutralisé. Considéré comme une menace majeure par les Alliés, le Tirpitz n'avait pourtant pas coulé un seul bâtiment pendant les 3 ans qu'il avait passés à la mer. En 1933, lorsqu'Adolf Hitler accède au pouvoir en Allemagne, il se retrouve à la tête d'une armée considérablement réduite par le traité de Versailles, signé en 1919. La marine de guerre en particulier ne doit posséder ni cuirassés ni sous-marins. En 1936, le Führer est cependant déterminé à défier la Royal Navy. Il se lance dans un projet ambitieux, la création d'une Kriegsmarine avec la construction de 2 supercuirassés de 50 000 tonnes au nom symbolique, le Bismarck et le Tirpitz. Désignée sous le nom de code de Plan Z, la nouvelle flotte doit entrer en service en 1944, l'année durant laquelle Hitler a décidé de déclarer la guerre à l'Europe. Mais l'ambition du Führer ne peut pas attendre la fin d'un programme si long. La Seconde Guerre mondiale commence en 1939 avec l'invasion de la Pologne par les Allemands. Par chance pour Hitler, le Bismarck et le Tirpitz ont tous 2 été lancés. Le Tirpitz est baptisé le 1er avril 1939 par la fille même du grand amiral Alfred von Tirpitz, le plus célèbre marin prussien du XIXe siècle. Long de 251 mètres, le Tirpitz est armé de 8 canons de 380 et d'une importante artillerie secondaire. Il déplace 50 000 tonnes et avec ses 2400 hommes d'équipage, il peut toutefois parcourir plus de 12 800 km à la vitesse de 29 nœuds. Après sa mise à l'eau, le cuirassé est armé tout au long de l'année suivante dans le port de Wilhelmshaven sur la mer du Nord. Dans la soirée du 8 octobre 1940, le Tirpitz, qui n'est pourtant pas encore opérationnel, est attaqué pour la première fois par 19 bombardiers Hamden de la RAF. Mais les bombes perforantes ne parviennent pas à l'atteindre. Le 25 janvier 1941, le Tirpitz entre en service. Pendant plusieurs mois, le bateau fait ses débuts dans les eaux abritées de la mer Baltique. En mai 1941, son sister ship, le Bismarck, est enfin prêt à entrer en action. Il met le cap sur l'Atlantique. Mais dans la matinée du 24 mai, le cuirassé est attaqué par la Home Fleet de la Royal Navy.
Bismarck bat en retraite et essuie 3 jours durant coups de canon et tirs de torpille. Il est coulé le 27 mai au large de Brest. Consterné par la perte de son plus grand cuirassé, Hitler ordonne qu'aucune autre grosse unité de guerre ne s'aventure dans l'Atlantique. Le Führer est occupé par un projet bien plus vaste, l'invasion du plus grand territoire de la planète. En juin 1941, Hitler attaque l'Union soviétique. En quelques semaines, les Allemands écrasent l'armée rouge sur tous les fronts. Leurs panzers progressent bientôt vers le cœur même de la Russie. Face à la déroute de l'armée rouge, le Premier ministre Winston Churchill décide de venir en aide à l'Union soviétique en acheminant armes et matières premières. Le premier des convois arctiques de Churchill prend la mer le 21 août, de Hvalfjord, en Islande, pour Arkhangelsk, dans l'extrême nord de la Russie. Un second convoi part 1 mois plus tard, et ce rythme devient vite régulier. Pendant les mois d'été, les convois alliés naviguent sans encombre au large de la Norvège, sans que les Allemands ne tentent même de les intercepter. Mais avec la venue de l'hiver, la banquise les force à se rapprocher des territoires occupés par les forces du Troisième Reich. Cependant, le mauvais temps et les jours de plus en plus courts rendent toute attaque difficile pour les U-boats et les appareils de la Luftwaffe. Durant les 6 premiers mois, les convois arctiques parviennent donc à acheminer 120 000 tonnes d'approvisionnement vers l'Union soviétique, dont 600 chars, 800 avions et 1400 véhicules militaires. Jusqu'à la fin de l'année 1941, les 55 navires des 6 premiers convois atteignent Mourmansk sans encombre. Hitler est cependant convaincu que les Britanniques s'apprêtent à envahir la Norvège pour protéger l'acheminement des convois. Pour lui, c'est en Norvège que se jouera le sort de la guerre. À ce moment, le Tirpitz est devenu totalement opérationnel. Le Führer décide alors de concentrer les forces de surface de la Kriegsmarine en Norvège. Dans la nuit du 14 au 15 janvier 1942, le Tirpitz franchit le canal de Kiel et quittant la Baltique, il passe en mer du Nord. Le navire échappe ensuite à un avion de reconnaissance anglais et met le cap au nord. Le plus grand cuirassé des eaux européennes entre à présent en scène. Le 16 janvier 1942, le Tirpitz arrive et mouille à Hafjord, près de la ville de Trondheim. Les abords du fjord sont occupés par des batteries côtières allemandes. On installe des canons anti-aériens tout autour du cuirassé pour le protéger d'une attaque aérienne. Les convois arctiques alliés doivent maintenant faire face à la menace des bâtiments de surface allemands. Ces derniers comptent, outre le Tirpitz, les cuirassés de poche Lutzow et Admiral Scheer, ainsi que le croiseur lourd Admiral Hipper. La Luftwaffe est elle aussi renforcée. Basée autour du Cap Nord, le point situé le plus au nord de la Norvège, quelques 250 avions se tiennent prêts à frapper les convois progressant dans l'Arctique. Le Tirpitz devient le principal objectif des navires américains et britanniques opérant sur le théâtre européen. Des moyens considérables sont mobilisés pour contraindre le cuirassé à rester dans son repère norvégien. Pour les Allemands, le Tirpitz est le roi solitaire du Nord. Pour Churchill, il devient une obsession, c'est le monstre, un monstre qu'il faut à tout prix anéantir. Dans la nuit du 30 janvier 1942, 9 bombardiers Halifax et 7 bombardiers Stirling décollent d'Écosse pour attaquer le Tirpitz à Trondheim. Mais les mauvaises conditions météorologiques et la glace empêchent les avions de repérer leur cible. Ils regagnent leur base sans avoir largué une seule bombe. Le 1er mars, le convoi PQ-12, parti d'Islande, fait route vers Mourmansk. Au même moment, le convoi QP-8 quitte Mourmansk en sens inverse, portant à 31 le nombre de navires marchands alliés en mer. Le convoi PQ-12 est escorté par 2 cuirassés, 2 croiseurs cuirassés, un porte-avions, 2 croiseurs, ainsi que par une douzaine de destroyers de la Home Fleet. Une force puissante qui souligne la menace que représentent maintenant le Tirpitz et les autres navires de surface.
Le 5 mars, un Condor, avion allemand de reconnaissance à longue portée, localise le convoi PQ-12. Le Tirpitz reçoit l'ordre de prendre la mer, accompagné de 3 destroyers. Mais le mauvais temps empêche le cuirassé de localiser les convois alliés, qui poursuivent leur route. Mais un retardataire du convoi QP-8, le Iora, est intercepté par l'un des destroyers d'escorte du Tirpitz, le Friedrich Inn, qui le coule rapidement. Le Tirpitz arrive bientôt dans la zone, espérant en vain croiser d'autres bateaux du convoi. La coque encore visible du Iora sera le seul bateau ennemi jamais aperçu par le Tirpitz durant tout son service dans la Kriegsmarine. La Home Fleet se rapproche rapidement. Le Tirpitz est sur le point de passer de la position de chasseur à celle de proie. Se rappelant que le Bismarck a été détruit par des bombardiers torpilleurs, le porte-avions Victorious envoie 6 albacores en reconnaissance, suivis 1 heure plus tard de 12 autres albacores chargés de torpilles. À 8h02 le 9 mars, les albacores aperçoivent le Tirpitz au large des îles Lofoten. Le cuirassé allemand lance immédiatement ses 2 hydravions pour intercepter les attaquants. Mais un puissant vent contraire et la glace qui s'accumule sur leurs ailes ralentissent et gênent les bombardiers torpilleurs anglais qui ont du mal à se mettre en position. Sous une pluie de tirs anti-aériens, les albacores mènent 3 attaques séparées sur le Tirpitz. 2 avions sont abattus. Et grâce à l'adresse des marins allemands, toutes les torpilles manquent leur cible, la plus proche de 150 mètres seulement. Après les attaques, qui ne durent guère plus de 10 minutes, le cuirassé se replie en hâte et trouve refuge dans le fjord de Bogen, près du port de Narvik. Quatre jours plus tard, il rejoint son repère dans le fjord de Trondheim et y reste virtuellement immobilisé faute de carburant. En mars et en avril, la Royal Air Force lance 3 autres attaques contre le Tirpitz. La première est contrecarrée grâce à un écran de fumée généré par des canons spéciaux installés autour du navire. Le second raid est lancé le 27 avril 1942. Une force combinée de 12 bombardiers Lancaster et de 31 Halifax attaque le Tirpitz à l'aide de bombes classiques et d'une nouvelle forme de mine anti-navire. Les bombardiers Halifax sont menés par le lieutenant-colonel Bennett. Ce dernier revient sur l'attaque ainsi que sur l'utilisation des mines anti-navires contre le Tirpitz. L'idée, c'est que nous devions tenter de faire rouler les mines le long du versant escarpé du fjord pour qu'elles passent sous la carène plus vulnérable et qu'elles explosent en perçant la coque du bateau. On devait voler bas dans une zone extrêmement défendue, sans doute la zone la mieux défendue après l'Allemagne elle-même. J'ai été touché à plusieurs reprises avant même d'atteindre la côte. En fait, j'étais en flammes avant de rejoindre l'île où l'on devait mener le raid final. Lorsque nous sommes arrivés au bateau, il y avait malheureusement un brouillard épais et même si j'ai entreaperçu la mâture en le survolant, je n'avais aucune chance. À ce moment-là, les flammes avaient envahi le côté droit et j'ai donné l'ordre d'abandonner l'appareil. Malheureusement, je n'avais pas de parachute, ce qui était un peu ennuyeux. Mais grâce au ciel, le technicien du bord en a sorti un de l'arrimage et me l'a donné avant de sauter. L'aile droite s'est alors repliée et j'ai fait aussi vite que j'ai pu étant donné les circonstances. Mon parachute s'est ouvert juste avant que je n'atteigne la neige. La troisième attaque a lieu la nuit suivante et n'est pas plus efficace que les précédentes. Au total, sur les 107 avions qui participent au raid, 13 sont perdus sans que le Tirpitz ait été touché une seule fois. Les Alliés sont soumis à une pression intense de la part de Staline pour qu'ils envoient davantage de convois, bien que le jour quasi permanent à cette période de l'année les rende d'autant plus vulnérables aux attaques allemandes. Le 27 juin 1942, le convoi PQ-17 quitte l'Islande, naviguant au nord autant que la banquise le permet à travers la mer de Barents. Mais le 4 juillet, jour de la fête nationale américaine, la Luftwaffe frappe en force. L'acteur hollywoodien Douglas Fairbanks Jr.
se trouvait à bord du croiseur américain Wichita. Il revient sur les attaques aériennes. Ce fut une journée riche en action qui atteignit son paroxysme en fin d'après-midi. Parfois, à cause de la fumée et de certains bateaux touchés, on n'arrivait même pas à voir les autres bateaux qui n'étaient pourtant pas très loin. La bataille a continué, de plus en plus violente à mesure que la journée passait. Puis, en fin d'après-midi, en début de soirée, il y a eu une accalmie passagère et on a compris qu'on avait gagné la première manche. Le Tirpitz et sa puissante escorte de croiseurs et de destroyers prennent bientôt le convoi en chasse dans le sud. Un agent secret norvégien transmet l'information à l'amirauté britannique. Le chef d'état-major de la marine, l'amiral Sir Dudley Pond, est frappé par la nouvelle. Un convoi regroupé comme le PQ-17 est une cible facile pour un vaisseau de guerre de la puissance du Tirpitz. Dans la nuit du 4 juillet, l'amiral Pond adresse à ses bâtiments un signal ordonnant la dispersion du convoi. À bord du destroyer Keppel, le capitaine de frégate Jack Broom est responsable de l'escorte rapprochée du convoi. Cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. Il était là, il était à l'horizon. Nous avons sorti nos jumelles, scrutant l'horizon dans toutes les directions. Je me souviens que je m'attendais à entendre quelqu'un s'exclamer « Le voilà, j'ai vu un éclair de canon » ou quelque chose comme ça. J'ai donc pensé qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Il pouvait être sur nous, il devait être sur nous. Je suis donc rentré dans le convoi avec le Keppel et je me suis placé le long du bateau du Commodore. J'ai pris le porte-voix et dit « Je suis vraiment désolé » ou quelque chose dans le genre. On voyait le Commodore qui se tenait sur le côté, rigide. Il n'avait pas l'air d'y croire. Aucun des commandants de navires du convoi n'arrive à comprendre pourquoi l'ordre de dispersion a été donné, car le Tirpitz demeure invisible. Ils obéissent cependant, mais seuls et sans escorte, ils sont devenus une cible facile pour les bombardiers et les U-boats allemands en maraude. Sur les 35 navires du convoi PQ-17, 23 sont coulés par des bombes ou des torpilles au cours des 3 jours suivants. Le Tirpitz remporte ainsi une victoire retentissante sans même avoir tiré un seul coup de canon. Pour les Alliés, la leçon est cruelle. Ils comprennent que pour piéger et couler le cuirassé, ils auront besoin de renseignements précis. Début 1940, Winston Churchill crée une organisation d'aide au mouvement de résistance dans les pays européens occupés par les Allemands. Son nom, le Special Operation Executive, ou SOE, dont l'objectif sera d'embraser l'Europe. Après l'invasion de la Norvège par les Allemands en avril 1940, des groupes de résistants émergent très vite à travers tout le pays. En suivant à la trace les mouvements des forces allemandes et des navires ennemis, de nombreux patriotes norvégiens fournissent aux Alliés des renseignements d'une valeur inestimable. Les résistants chargés de la surveillance des bateaux sont surnommés les guetteurs des fjords. Avec son littoral étendu, beaucoup de bateaux de pêche naviguent entre la Norvège occupée et les îles Shetland, qui constituent le territoire britannique.